Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 9 avril et à la une de cette édition, 21 rapports étaient présentés ce matin à l'Assemblée plénière du Conseil départemental. Comme chaque mois, les élus se sont réunis pour voter des motions conformes à leurs objectifs et émettre des recommandations. Parmi les thèmes majeurs de la journée, celui relatif au budget primitif 2019. Il s'élève cette année à 284 millions d'euros de fonctionnement et 164 millions d'euros d'investissement. Comment s'articule ce rapport et quel accueil les élus lui ont-ils réservé? Un reportage de Marion Tellier. Transition énergétique, adoption du pacte ultramarin d'investissement dans les compétences ou encore taxes foncières, autant de rapports qui figuraient dans l'ordre du jour de l'Assemblée plénière s'étant tenue ce matin à l'hémicycle du Conseil départemental. Mais le sujet tant attendu n'était autre que le vote du rapport relatif au budget primitif de 2019. Après avoir clôturé notre année 2018 avec un positif de 61 millions d'euros que nous allons pouvoir en totalité inscrire dans notre budget d'investissement, le budget 2019 va se clôturer aussi avec du positif d'environ 38 millions d'euros qui là aussi vont être inscrits dans notre budget d'investissement, ce qui va passer notre capacité d'investissement global, notre budget d'investissement global à 165 000 euros. Ce rapport n'a cependant pas fait l'unanimité parmi les élus du conseil départemental. Ousseni Benissa, vice-président chargé des finances, ou encore Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi, s'y sont en effet opposés en évoquant une gestion impertinente des finances. Ce que je regrette, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, c'est encore une fois le budget annexe des ASE et PMI où on continue à inscrire une recette de 122 millions d'euros alors que le besoin pour cette section sur ce budget annexe en fonctionnement n'est que de 39 millions d'euros. C'est qu'on continue, nous, à geler plus de 80 millions d'euros alors qu'on aurait pu l'inscrire en investissement pour continuer d'améliorer notre offre en PMI et établissement médical à Mayotte. Mayotte en a besoin. En 2016, le département votait un projet d'investissement prioritaire sur le territoire. Sa vocation, développer les projets routiers ou encore la construction d'infrastructures. D'autres investissements financés par les excédents budgétaires annuels ont vu le jour. Ils font aujourd'hui l'objet de réprobation. L'année où le conseil départemental dégage un excédent de 45 millions d'euros, au lieu de se concentrer sur ce PPI, puisque nous avons quand même pris déjà 3 ans de retard, le premier investissement qui est réalisé, c'est l'acquisition d'une délégation à Paris à hauteur de 12 millions d'euros pour un bien qui, à mon sens, n'a pas une très grande utilité pour la population mahoraise. Le désenclavement aérien a lui aussi suscité de nombreux échanges au sein de l'hémicycle, notamment autour de la question de l'installation d'une piste longue. Les élus se sont prononcés en faveur de cet aménagement. Ils souhaitent aujourd'hui un réel suivi quant à la réalisation de ce projet. Et depuis la grève générale de 2018, les élus sont dans le viseur des collectifs citoyens. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le président de l'Union départementale des associations familiales de Mayotte. Aline Izari souhaite qu'un dialogue constructif prenne corps et refuse d'opposer les élus aux collectifs. Selon lui, chacun doit rester à sa place pour faire avancer la cause mahoraise dans les plus hautes instances de l'État. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Les collectifs doivent avoir un objectif commun. Je pense que je crois que c'est ça. Et puis, c'est déjà le cas, défendre les intérêts de Mayotte. Oui, tout à fait. Mais bon, justement, on se pose des questions. Ouais. Voilà. Après, il y a une question de méthode, il y a une question de leader aussi. Bon, à l'UDAF, on connaît un seul leader. Les collectifs, il y a plusieurs leaders. Moi, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Moi, je les respecte parce qu'ils font un travail remarquable. Sauf que, bon, à un moment donné, peut-être il faut s'organiser autour de ça. Nous, on peut les inviter à venir à l'UDAF pour voir comment nous on travaille avec les élus, parce que nous, c'est ça le problème, c'est que dans ce pays, chacun veut occuper la place qui lui appartient pas. En fait, moi je pense que si chacun reste à sa place, je pense qu'on aura avancé. Nous, l'UDAF, on va jamais occuper la place des élus. Ça, c'est si le jour où vous me verrez faire ça, ça veut dire qu'il faut m'enfermer ou il faut trouver une solution. Voilà, exactement. Donc moi je pense que la première des choses, il faut que chacun reste à sa place. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on ait des intérêts communs, qu'on partage les mêmes idées, qu'on travaille ensemble.
Et on poursuit cette édition avec la grève du SNUPP-FSU qui a repris ce matin. Le ton est rapidement monté au point de rendez-vous situé devant les portes du vice-rectorat. Une quarantaine de grévistes du SNUPP ont forcé l'entrée du bâtiment pour s'installer dans la cour de l'institution. L'objectif est d'entendre leurs revendications et forcer le vice-rectorat à négocier avec eux. Une réunion s'est tenue en début d'après-midi, mais la grève est reconduite demain matin. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. Ce matin, le climat était tendu devant le vice-rectorat. Le SNUIPP était en grève devant le bâtiment. Face à l'absence de réponse des autorités, les grévistes ont décidé d'employer la manière forte pour faire entendre leurs revendications. Nous étions en rassemblement et puis on s'est décidé qu'on entrait au vice-rectorat pour imposer des négociations. On nous a indiqué donc que le vice-recteur est en train de venir. Donc on espère tomber sur avoir de véritables négociations quand il sera là. Je dis bien négociations, j'insiste sur les négociations. Je n'ai pas envie de me retrouver encore dans une réunion à me dire qu'on monte les informations et on attend les retours. À 2-3 reprises, ça a été les mêmes refrains. Maintenant, on veut changer de musique. Un changement de ton plutôt radical pour faire entendre des revendications loin d'être nouvelles. Les revendications qui sont les nôtres, évidemment, il y a la première qui est contre la loi Blanquer. Deuxièmement, il y a l'indexation de salaire. Depuis 2016, on nous avait promis une clause de révoyure qui n'a pas eu lieu. Nous avons aussi sur la reprise en compte de l'AGES, l'ancienneté générale de service, des anciens instituteurs de la collectivité de Mayotte qui ont toujours exercé, qui se retrouvent avec des anciennetés qui sont moindres. Il y a aussi le problème des agents contractuels qui sont là depuis longtemps, qu'on demande à être titularisés. On a une demande concernant aussi la création d'un corps d'AESH qui sont contractuels jusqu'à maintenant, qui s'occupent des enfants handicapés, etc. Les négociations avec le vice-recteur n'ayant rien donné cet après-midi, la grève du SNUIPP est reconduite demain. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Monsef Moudouari, le directeur de l'association Narikem Sada. Monsef, bonsoir. Bonsoir. L'actualité est riche pour l'association Narikem Sada, à commencer par la signature l'année dernière, en fin d'année dernière, en 2018, de la déclaration de Mayotte. Qu'est-ce que ce document et qu'est-ce qu'il implique ? Alors ce document, ou devrais-je dire, cette signature est importante parce qu'elle engage les communes de Mayotte, toutes les communes de Mayotte. Elle est importante parce que nous faisons partie de ceux qui pensent et qui soutenons que le sida se soigne aussi par la politique. Et parce que c'est la politique qui fait des politiques publiques, c'est la politique qui engage le nerf de la guerre, l'argent. Et il y a besoin de beaucoup d'argent pour prendre en charge le VIH, mais surtout prendre en charge les personnes vivant avec le VIH. Il est vrai que depuis longtemps à Mayotte, cette question du VIH a été plutôt... C'était un tabou, c'était quelque chose dont on ne parlait pas forcément? Non, c'est pas ça, mais plutôt des compétences de l'État. Mais nous pensons aussi que c'est quelque chose qui concerne tout le monde et il faut que ce soit tout le monde qui se mette autour de la table, que chacun mette la main à la poche, que chacun mette la main à la pâte. Donc c'est cette déclaration-là, les communes se sont engagées sur 4 points pour permettre d'atteindre les 3 objectifs universels de l'ONU-SIDA qui sont les fameux 3,90, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, que 90% de la population mondiale, mais là nous sommes à Mayotte, donc on restera à l'échelle de Mayotte, que 90% de la population mahoraise se soit faite dépister. Et que parmi ces 90% là, les gens qu'on aura dépistés séropositifs, que 90% d'entre eux aient accès au traitement. Et parmi ceux qui ont accès au traitement, que 90% d'entre eux aient une charge virale indétectable. Étant entendu que avec une charge virale indétectable, on n'est plus contaminant. Donc, on comprend bien que par là, on a moyen aujourd'hui de contrôler le VIH, de contrôler l'épidémie. Et ma foi, j'ai envie de dire que... C'est un signe très positif quand même que les élus
tous les maires ont signé, sont signataires aussi les présidents des intercommunalités. Tout à fait. Ont tous signé, c'est un signe très positif. Ça veut dire aussi que les pouvoirs politiques, publics, aujourd'hui, sont prêts à s'investir pour cette cause et veulent répondre justement à cette exigence des 3,90. Tout à fait. Je disais juste que une fois n'est pas coutume, à Mayotte, pour une fois, nous sommes en avance sur quelque chose. C'est que parmi les 3,90, il y en a déjà 2 que nous avons atteints. Les gens qui sont dépistés, 90% d'entre eux, pour ne pas dire 100%, ont accès au traitement et 90% d'entre eux, par contre, ont une charge virale indétectable, donc ne sont plus contaminants. Il reste cette question de la détection. En fait, le problème à Mayotte aujourd'hui, c'est au niveau du dépistage et de la sensibilisation d'une manière générale. Il faut rappeler que aujourd'hui, les hommes que nous sommes réfractaires au dépistage. C'est plus les femmes qui se font dépister à l'occasion du suivi de leur grossesse notamment. Donc, les maires, les communes, ce que nous attendons après eux, c'est de favoriser dans leur territoire respectif qu'on puisse mener des sensibilisations, qu'on ait accès aux préservatifs. Il revient aux maires aujourd'hui de prendre la décision d'installer des distributeurs, que sais-je, de se mettre d'accord avec des épiceries du type Douka pour vendre des préservatifs, etc., etc. Toute initiative de leur part qui contribuera à sensibiliser au plus la population est la bienvenue. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'ils se sont engagés dans cette déclaration. Qu'est-ce qui fait que ce taux de dépistage reste encore faible à Mayotte? C'est la peur de se faire dépister? C'est le manque de sensibilisation? Manque de communication? Qu'est-ce qui explique? C'est un peu de tout ça. C'est un peu beaucoup de tout ça. Il est vrai qu'il y a une réfraction, il y a une peur, il y a un déni aussi de la part des hommes. C'est souvent qu'une fois qu'une femme est dépistée séropositive, on lui demande d'aller dire à son mari ou à son conjoint de venir se faire dépister également. C'est souvent qu'on ne le voit pas, cet homme-là, et qui quitte la femme souvent en se disant que en laissant la femme, je laisserai les problèmes aussi derrière moi. Donc on voit bien que nous sommes dans une espèce de déni, et il convient aux uns aux autres de rassurer aussi les gens qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a le VIH, on le voit, on vient de parler du SIDAction il n'y a pas longtemps. Le SIDAction sert à financer la recherche, et la recherche avance, puisqu'aujourd'hui, les séropositifs ont une qualité de vie pas mal, une durée de vie. Il y a des cas de rémission également. Voilà, il y a des cas de rémission, mais ça c'est encore particulier, c'est autre chose. On vit normalement, on peut faire des enfants sans contaminer les autres, donc rassurez les gens. Allez vous faire dépister pour que, si vous deviez être porteur du VIH, que vous soyez pris en charge, et ma foi, une assez bonne prise en charge que nous avons à Mayotte grâce au CHM. Monsef, vous parliez du SIDAction. Pour la première fois, Nari Kemsada a participé à cette opération, une opération au niveau national. Comment ça s'est déroulé? Vous avez mené une opération notamment au niveau du centre commercial Baobab à Cavani. Alors, c'est parce que SIDAction, l'association, nous a sollicité dans ce sens-là. SIDAction qui nous accompagne depuis l'année dernière. Et c'est vrai que on l'a fait un peu à l'arrache, comme on dit, en dernière minute. Donc on l'a fait quand même pour marquer le coup. Et le week-end dernier, en collaboration avec l'association des étudiants du centre universitaire de Mayotte, que je salue au passage et que je remercie infiniment, nous avons mené différentes actions dans Mamoudzou et notamment au centre commercial Le Baobab. Merci à eux de nous avoir accueillis. Les élèves du centre universitaire, les étudiants ont fait une pièce de théâtre, une improvisation théâtre dans les rayons de ce centre commercial, mettant en scène ce que nous observons dans le quotidien à Mayotte. Un couple, en l'occurrence. Un trio. Un trio. Un homme avec 2 femmes. Sa femme et sa maîtresse, devrais-je dire, un imbroglio pas possible que on assiste tous les jours. Les gens du centre commercial nous ont dit nous on assiste à ça tous les jours, et donc pour sensibiliser
les gens qui étaient ce jour-là en train de faire leurs courses, les sensibiliser aussi d'action, mais aussi à cette question du VIH et aussi faire la promotion du dépistage. Justement, vous parliez de promotion, de sensibilisation. Narik Msaada a répondu à un projet, un appel à projet. Dans le cadre du 2e forum des projets Outre-mer, vous avez été plébiscité pour un projet d'éducation sexuelle à Mayotte. On parlait justement de ce besoin de sensibiliser la jeunesse, comme vous le faites au centre universitaire. Qu'est-ce que ce projet exactement ? Alors, nous avons, ce n'était pas un appel à projet, nous avons été sélectionnés avec 3 autres associations mahoraises par le ministère des Outre-mer. Et le projet qui a été sélectionné pour Narik Msaada, c'est un projet de sensibilisation, de promotion de la santé sexuelle avec une approche communautaire et intergénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des années, nous, comme les autres, nous faisons de la sensibilisation à Mayotte. Nous disons à qui veut l'entendre, oui, protégez-vous, le sida, nanani, nanana, utilisez la capote, etc., etc. Mais on ne s'est jamais posé la question, en fait, à savoir, mais comment les gens en face perçoivent ce message-là? Comment est-ce qu'ils l'appréhendent? Et ma foi, peut-être que nous ne nous faisons pas comprendre. Est-ce qu'on en parle dans les familles aussi? C'est aussi la question du relais qui est fait de... Peut-être que nous n'en parlons pas de la bonne manière, je sais pas. Je rappelle que nous sommes dans une société quand même où la religion est assez prégnante. Nous sommes dans une société qui, pour être française et européenne, n'en est pas moins africaine, avec une culture particulière. Donc il convient, nous trouvons en tout cas que c'est pertinent aujourd'hui d'aller parler avec la population, leur demander, ok, voilà, il y a ça aujourd'hui, mais comment est-ce que vous aimeriez qu'on en parle? Comment est-ce que vous en parleriez, vous? Donc on a remarqué aussi que il est vrai que parler de santé sexuelle, c'est toujours délicat entre parents et enfants, dans le monde entier, hein. Mais à Mayotte, en revanche, on a un avantage, c'est que on a remarqué à Mayotte, la communication passe très bien entre la première génération et la 3e, c'est-à-dire les grands-parents et les petits-enfants. Donc, l'idée de ce projet, c'est d'exploiter cette communication-là. Donc, nous allons nous faire assister par un sociologue. Le projet va durer 1 année sur 3 communes que nous avons ciblées, la commune de Chirongi, la commune d'Akoua et celle de Mamoudzou. 2 communes rurales et une commune urbaine. Et nous espérons que à la suite de ce travail-là, nous arriverons à dégager peut-être un mode d'emploi, entre guillemets, en tout cas, un consensus sur comment parler de santé sexuelle à Mayotte sans blesser personne, sans heurter les religieux, sans heurter les parents, sans heurter, etc., etc. Donc, et ça permettra aussi de faire une passerelle intergénérationnelle, du coup, entre ces 2 communautés-là, puisque tout le monde se plaît à dire qu'il y a un fossé intergénérationnel à Mayotte. Et voilà, si ce projet peut contribuer aussi à ça. Pour conclure, quand est-ce qu'il commencerait à voir le jour? Nous prévoyons de démarrer ce projet-là au mois de juin, après le Ramadan, qui est prévu pour le mois de mai, si tout va bien. Merci beaucoup, Monsef, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on suivra de très près ce projet. Merci beaucoup à vous. La grève à la mairie de Koungou, l'incident sur le câble Lyon 2 ou encore les femmes leaders qui soutiennent le président du SIAM. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 9 avril. Depuis plus d'1 semaine, la mairie de Koungou est en proie à un mouvement social. Hier matin, les grévistes ont fermé la mairie. Discrimination, favoritisme, abus de pouvoir, intimidation, prise illégale d'intérêt, non-respect du code général des collectivités locales. Les revendications sont nombreuses du côté des agents. Ils réclament des primes, les congés en application de la RTI, des locaux syndicaux, la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi qu'un règlement intérieur. Une mutuelle et assurance des agents est également dans les discussions, tout comme le respect envers les agents sans les politiser. Selon eux, depuis le début du mandat, il n'y a pas eu de réunion du comité technique. La hiérarchie n'écoute pas les syndicats, tandis que 5 agents sont au placard. Pour l'heure, aucune reprise des discussions n'est prévue avant demain ou jeudi. Depuis hier matin, 10 h, un incident sur le câble sous-marin Lyon 2 affecte l'ensemble des communications SFR, fixes et mobiles à Mayotte.
Face à la situation, la société a décidé d'envoyer un communiqué pour expliquer les raisons de ces désagréments. Il est ainsi indiqué que le travail des équipes techniques SFR a permis de rétablir toutes les communications locales, SMS, voix et Internet. Les appels de et vers l'extérieur de Mayotte restent néanmoins perturbés. SFR invite ses clients à privilégier les SMS et messageries instantanées. L'opérateur ajoute, je cite, « Nous mettons tout en œuvre pour réduire l'impact de ces événements grâce à nos investissements réalisés pour l'arrivée prochaine du nouveau câble sous-marin Lyon 3. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée indépendant de notre volonté et vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans les meilleurs délais. » Les femmes leaders étaient ce matin devant le tribunal administratif de Mamoudzou pour soutenir le président du SIAM, Moussa Mohamadi Bavi. Les juges étaient amenés à étudier en référé la délibération du SIAM permettant de rompre le contrat d'affermage accordé au groupe Vinci. Le 25 janvier dernier, cette délibération a été prise à l'unanimité. Elle autorise une rupture de la DSP à compter du 1er avril en cas d'échec des négociations. Depuis, l'échéance est arrivée à terme et le président du SIAM a saisi ses avocats pour entamer les démarches de rupture de la DSP. Il y a quelques semaines, la maire de Chirongi, Rokia Hadji, avait déposé un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler cette délibération qui, selon elle, n'a pas été prise dans les règles. Les juges ont donc pu écouter les deux parties ce matin. La décision a été prise de reporter le jugement d'ici à vendredi. On termine ce journal avec ces cas de fièvre afteuse découverts aux Comores, plus précisément à Moélie. Cette maladie virale ne présente pas de risque pour l'homme, mais est extrêmement dangereuse pour les animaux d'élevage. Découverte en 2001, la maladie a été éradiquée en Europe, en Amérique du Nord, mais des foyers existent toujours en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique de l'Est. Les cas découverts à Moélie ont sans doute été importés de cette région du monde après un transit par la Grande Comore. Alors quelles mesures ont été prises à Mayotte pour éviter l'importation de la maladie? Élément de réponse dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. L'information a été confirmée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. L'île de Moélie est actuellement en proie à des cas de fièvre afteuse, une maladie qui ne présente aucun danger pour l'homme, mais qui fait des ravages chez les animaux. La fièvre afteuse, c'est une autre maladie animale, et là c'est une maladie purement animale, c'est-à-dire que l'homme n'est pas susceptible de contracter la fièvre afteuse. Après, parmi les maladies animales, c'est la maladie la plus contagieuse, et donc de ce fait, c'est la première maladie en fait qui a été surveillée sur le plan international pour prendre des mesures pour éviter sa propagation, parce que c'est une maladie dont le virus est suffisamment résistant pour résister dans le milieu extérieur. C'est un virus en fait qui est excrété par les animaux malades de différentes façons, c'est-à-dire que quand l'animal malade respire, en fait, il envoie une charge de virus dans l'air environnant. C'est des virus qui sont capables donc de se poser sur le sol, d'être ramassés sur la terre qui se colle aux chaussures et d'être ainsi transportés par des voyageurs sur des distances relativement longues. En fin de semaine dernière, le préfet de Mayotte a réuni une cellule de veille avec l'ensemble des services de l'État concernés. Plusieurs mesures préventives ont été décidées par Dominique Sorin afin d'éviter l'introduction de cette maladie à Mayotte. La première d'entre elles concerne l'installation de pédiluves. La première mesure, ça a été la mise en place de pédiluves au niveau de l'aéroport. Ça veut dire quoi ? Eh ben, des pédiluves, c'est des bacs dans lesquels on met une substance désinfectante et on va systématiquement passer les semelles des chaussures des passagers dans ce pédiluve. Ça, c'est mis en place ? Pour désinfecter. Ça, c'est mis en place. Pour ceux qui arrivent des Comores ? Pour tous les vols et tous les bateaux qui arrivent des Comores. Il a également été décidé de renforcer les contrôles douaniers et sanitaires au niveau des bagages des passagers afin de faire respecter l'interdiction d'importation de produits d'origine animale. Par ailleurs, la préfecture diffuse des informations spécifiques à destination des passagers en provenance ou à destination des Comores, ainsi qu'aux compagnies aériennes ou maritimes. Quant aux précautions à respecter, elles portent notamment sur l'interdiction de ramener des produits animaux de vos voyages. Les risques les plus importants seraient des risques d'introduction d'animaux en provenance des Comores. Il faut savoir que certains animaux aussi peuvent avoir la fièvre afteuse et ne pas présenter de symptômes. Donc c'est pas parce qu'un animal est sain qu'il ne porte pas le virus de la fièvre afteuse. Donc la consigne, c'est vraiment de ne surtout pas acheter de la viande ou des animaux qui viennent des Comores. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, il y a eu un cas en 2001. C'est arrivé par un premier élevage. Au bout de quelques mois, il y avait 2000 élevages
élevages qui étaient atteints. Et en Grande-Bretagne, on a abattu 4 millions d'animaux pour éradiquer la fièvre afteuse. L'introduction de cette maladie à Mayotte menacerait la pérennité des filières d'élevage et entraînerait de graves conséquences, tant économiques que sanitaires. Si pour l'heure aucune trace de la maladie n'a été détectée à Mayotte, la préfecture conseille de nettoyer vos vêtements et désinfecter vos chaussures après avoir visité un élevage de bovins, caprins ou ovins. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.